Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est la prise de parole d'Emmanuel Macron sur la situation en Syrie, 3 jours après l'attaque chimique, et c'est bien une attaque chimique, confirme le président de la République. Quant à savoir si la France va frapper, la décision sera prise dans les prochains jours, si nécessaire. L'autre actualité, ce sont encore des heurts très violents sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 350 zadistes très motivés face à des CRS qui eux aussi ont été blessés. Compte rendu à suivre. Dans ce journal également, la situation dans les facs, une vingtaine de blocages alors que les examens sont limite après-demain. Bercy vend le prélèvement à la source alors que s'ouvre la période de déclaration de revenus. Du nouveau dans l'enquête sur le double assassinat de Magnanville. Et puis le festival de Cannes s'ouvre aussi aux jeunes cinéphiles. Il suffira d'être très motivé. 22h10, qui est donc MBS, portrait de Mohamed Ben Salman avec le chercheur David Rigoulet-Rose. Des orages demain dans le sud, nous dira Christine Peña. Didier Hameau sera là pour la bourse et la belle entreprise avec aujourd'hui une application destinée à lutter contre la contrefaçon de médicaments. Nuit. Lorsqu'Emmanuel Macron s'exprime tout à l'heure vers 20h, il aura déjà vu Mohamed VI, le roi du Maroc, et il vient de s'entretenir avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. A participé à cet entretien également Saad Hariri, le Premier ministre libanais. Autant dire que le président était parfaitement en possession de toutes les cartes pour s'exprimer sur la problématique du Moyen-Orient, en particulier sur l'épineuse question de la Syrie. Et cette attaque chimique qui a eu lieu il y a 3 jours dans le Conseil de sécurité de l'ONU doit décider ce soir d'une résolution. En substance, la priorité c'est l'aide humanitaire, mais la frappe n'est pas loin. Écoutez le chef de l'État. Nous avons obtenu des informations qui ont montré qu'il y avait bien eu l'utilisation d'armes chimiques et que, de manière évidente, attribution pouvait en être faite au régime. Dans ce contexte, nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britanniques et américains, et dans les prochains jours, nous annoncerons notre décision. En aucun cas, les décisions que nous prendrions n'auraient vocation à toucher des alliés du régime ou à s'attaquer à qui que ce soit, mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime. Nous ne souhaitons aucune escalade dans la région, mais nous souhaitons simplement que le droit international, et en particulier le droit international humanitaire, soit respecté. Le chef de l'État au micro de Sébastien Krebs, c'est à l'instant à New York, aux Nations Unies. La Russie a opposé son veto à une résolution sur la Syrie. Et alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait sur ce sujet, l'ancien président François Hollande participait au journal de 20h de France 2, interview menée par Anne-Sophie Lapix. En substance, Emmanuel Macron serait selon lui un séducteur politique, mais ne serait pas assez impliqué sur le fond. À Notre-Dame-des-Landes, deuxième jour d'évacuation de la ZAD. Les forces de l'ordre ont entamé la destruction de lieux de vie et de projets agricoles. Une journée particulièrement violente puisque plusieurs manifestants ont été blessés. 2 gendarmes blessés par des jets de pierre par catapulte. Pierre-Baptiste Vanzini, vous êtes sur place et le bilan est donc beaucoup plus lourd. Et oui, effectivement, c'est la preuve que la tension est bien plus importante qu'hier. Depuis ce matin, on a vu l'arrivée de renforts de quelques dizaines de personnes masquées et très déterminées. Les zadistes voient le nombre de leurs soutiens grandir depuis que l'État a détruit un lieu emblématique hier, les Sans Noms, un lieu d'élevage. La CIPA, la plus ancienne association d'opposants, mesurée dans ses réactions depuis le début de l'opération, monte aujourd'hui au créneau par la voix de son porte-parole, Julien Durand. La ligne rouge de la préfecture a été dépassée. On ne peut plus avoir confiance aujourd'hui dans les paroles des uns et des autres. Et que moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'après les cabanes, on va s'attaquer aux maisons en dur. Alors, est-ce qu'on veut faire table rase ? Aujourd'hui, nous sommes dans une aventure gouvernementale très hasardeuse et qu'on peut craindre le pire pour les jours qui vont venir. Si ce soir, la préfecture ne retire pas ses troupes, c'est la mobilisation générale qui est déjà commencée au niveau de la CIPA. Depuis le début de l'opération, 16 lieux ont été expulsés. On est donc à mi-chemin puisque le ministère de l'Intérieur parle maintenant de 30 squats visés contre 40 hier, et la préfète de Loire-Atlantique l'a redit tout à l'heure, en aucune façon la totalité de la ZAD ne sera évacuée. Merci Pierre-Baptiste Vanzini à Notre-Dame-des-Landes pour Europe 1. Si je vous dis que certaines facs sont bloquées déjà depuis fin décembre, ça vous donne une idée de l'inconstance de ce conflit qui oppose le gouvernement avec sa réforme et les étudiants qui de plus en plus sont enclins à bloquer les amphis. Ces dernières semaines, des violences ont eu lieu.
Qui ne se souvient pas de l'épisode de Montpellier où le doyen a été mis en examen pour avoir fait venir des hommes encagoulés pour vider l'amphi des protestataires. On est à peine 2 mois des examens. On n'y comprend rien, Virginie Salmen. On est en droit de se demander jusqu'où va aller ce bras de fer. Oui, parce que certains examens de fin d'année se déroulent en ce moment. La plupart d'entre eux auront lieu début mai. Et effectivement, le mouvement se durcit par endroits. Il s'étend par rapport à la semaine dernière. Si on fait le décompte, il y a plus d'une vingtaine de sites universitaires bloqués ou perturbés sur 400 au total. Un exemple à Lille aujourd'hui. Les étudiants ont passé des partiels sous surveillance policière pour assurer le bon déroulement des épreuves au moment où la poursuite de la grève était votée à côté en AG et que les étudiants réclamaient non plus 10 mais 12 sur 20 compte tenu des perturbations. À Strasbourg, 2 nouveaux bâtiments universitaires ont été bloqués aujourd'hui, ce qui fait 3 au total. Et là, les examens prévus aujourd'hui ont été reportés jusqu'à nouvel ordre. À Paris, les sites bloqués sont Tolbiac, Saint-Charles dans le 15e, la fac de Saint-Denis et pour la Sorbonne, les sites de Clignancourt, Essancier et puis une partie de Jussieu depuis ce matin. Il y a aussi une exception dans ce paysage universitaire, une grande école prestigieuse du 6e arrondissement de Paris, l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, est mobilisée depuis ce matin. Là, les étudiants occupent un site du boulevard Raspail pour les 3 jours qui viennent, un site entier. Ça a été voté en Assemblée générale et soumis à l'accord du président de l'école cet après-midi. Merci Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Air France a donné une estimation du coût des grèves. 170 millions d'euros de pertes pour 7 jours. Grève qui aura lieu encore demain avec en moyenne un quart des vols impactés. Mouvement qui se poursuivra d'ailleurs les 17, 18, 23, 24 avril pour la SNCF. Je vous rappelle que ça reprend vendredi. Et puis les fonctionnaires appellent à la grève le 22 mai prochain. 7 syndicats s'opposent à la réforme de la fonction publique. 22h07. Europe 1, la suite du journal de Pierre de Villeneuve. Le prélèvement à la source entrera en vigueur en 2019, c'est donc dans quelques mois. Et le gouvernement, par l'intermédiaire de Bercy, a donc décidé de préparer le terrain. Dès demain, on pourra commencer à remplir sa déclaration. Le prélèvement à la source signifie qu'on ne paiera plus les impôts sur les revenus de l'an passé, mais bien sur celui de l'année en cours. Anne-Laure Jumet, ça veut donc dire que dès demain, on saura en gros à quelle sauce on va être mangé. Et oui, en allant tout simplement sur le site impôts.gouv.fr, vous déclarez vos revenus en ligne, revenus de 2017. C'est obligatoire d'ailleurs cette année à partir de 15 000 euros de revenus par an. Et à la fin du processus, eh bien, vous allez avoir connaissance de votre taux de prélèvement à la source, un pourcentage qui s'appliquera à votre salaire tous les mois à compter du 1er janvier 2019. Et c'est ce montant qui sera déduit de votre salaire net imposable, un taux calculé en fonction de vos revenus, on l'a dit, et de votre situation familiale. Pour ceux qui utilisent la déclaration papier, il faudra attendre cet été pour avoir communication de ce taux. Anne-Laure, une fois connu mon taux d'imposition, je peux le valider, mais je peux aussi le modifier, hein, c'est ça ? Alors, si vous ne voulez donner aucune information à votre employeur sur votre patrimoine, par exemple, vous pourrez choisir un taux non personnalisé, un taux uniquement basé sur votre salaire, qui est déjà donc connu par l'employeur. Si à l'arrivée, vous devez encore des impôts au fisc, eh bien, ce sera prélevé sur votre compte bancaire. Et puis, deuxième option, si vous êtes marié ou pacsé et qu'il y a de grandes différences de revenus dans le couple, eh bien, vous pourrez opter pour des taux individualisés basés sur le salaire de chacun. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour faire ce choix. Ce taux, ensuite, sera transmis à votre employeur. Alors on accélère un petit peu dans le temps. 1er janvier 2019, mise en œuvre du prélèvement à la source. Vous pourrez demander à ce moment-là au fisc d'adapter ce taux si votre situation change. Par exemple, si votre salaire a nettement baissé depuis ou encore si vous partez à la retraite. Merci Anne-Laure Jumet. Mark Zuckerberg a débuté son mea culpa devant le Congrès américain. Premier volet ce soir avec une audition devant le Sénat. Le patron de Facebook impliqué dans le scandale d'exploitation de données de 87 millions d'utilisateurs a pointé du doigt une course aux armements avec la Russie. Il a également précisé qu'il existera toujours une version gratuite de Facebook. Un phénomène spectaculaire, un Mirage 2000 de l'armée de l'air a perdu une réplique de bombe en passant au-dessus d'une usine dans le Loiret. Bilan 2 blessés légers. L'objet dénué de toute charge explosive, c'est une réplique qui a atterri sur le toit du site Forestia à Nogent-sur-Vernisson. L'armée présente ses excuses aux blessés et insiste sur le fait que c'est rarissime. Du nouveau dans l'affaire de Magnanville, rappelons ce double assassinat de policiers en 2016. 6 interpellations hier, on vous le disait, dont une major de police toujours en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi ce couple avait été précisément visé. Pierre de Cossette, cet après-midi, on apprend que l'un des suspects avait une clé USB contenant des tas de noms de policiers.
Oui, étonnante, autant qu'inquiétante trouvaille de l'antiterrorisme à l'automne dernier. Dans une autre enquête, ils interpellent une jeune femme de 25 ans, fichée S, soupçonnée d'avoir hébergé une candidate au djihad. Et c'est donc en perquisitionnant qu'ils tombent sur cette clé USB. Selon nos confrères du Point qui ont révélé l'information, y figurent 2626 noms de policiers du renseignement. Le fichier remonte à 2008 lorsque la DGSI s'appelait encore la DST. Des policiers dont certains peuvent encore être en service et d'autres non. Le parquet de Paris ouvre une autre enquête pour savoir comment cette femme s'est retrouvée en possession de ce fichier. Or, on sait désormais que cette suspecte a été accueillie, semble-t-il, pendant plusieurs mois, en 2016, par une policière déléguée syndicale dans les Yvelines, car amie de sa fille. Toutes trois sont en garde à vue depuis hier dans le dossier de Magnanville, car on sait aussi que le frère de cette jeune femme était en relation avec le terroriste Larossi Abala. Les enquêteurs cherchent à savoir comment Abala s'est procuré les noms et l'adresse de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. Alors cette clé USB est-elle la clé de l'énigme ? Le parquet de Paris préfère éviter tout commentaire dans ce dossier aussi sensible que complexe. Merci Pierre de Cossette. Le Festival de Cannes débutera le 8 mai prochain, jour de l'armistice. Des centaines de journalistes se précipiteront, mais pour la première fois, on donne la possibilité au jeune public d'aller voir les films. Il suffit donc d'avoir entre 18 et 25 ans et surtout d'écrire une lettre de motivation, Mathieu Charrier. Oui, vous savez, Pierre, à Cannes, nous qui avons la chance d'avoir un passe-presse, quand on sort des projections, il y a des dizaines de personnes, souvent des jeunes, qui attendent avec des petits écriteaux pour nous demander des invitations pour telle ou telle séance. Alors c'est rare qu'on puisse leur faire plaisir, mais ils sont même souvent en smoking ou robe de soirée, prêts à monter les marches s'ils décrochent l'invitation suprême pour la grande séance du soir. Donc en créant ce pass, eh bien c'est à eux que le festival s'adresse, à tous ces passionnés qui devront quand même postuler sur le site officiel en envoyant une lettre de motivation, qui devront aussi bien sûr payer leur hébergement, leur nourriture, mais qui auront accès aux salles, gratuitement. Écoutez Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Le problème du Festival de Cannes, historiquement, c'est que c'est un festival de professionnels. Dans les années 50, c'était Jean Cocteau et ses amis qui montraient des films à la presse, à l'industrie, etc. Aujourd'hui, les gens entendent parler beaucoup du Festival de Cannes sans pouvoir y aller. C'est comme si on parlait d'un match de Champions League et puis on ne peut pas y assister. On ne peut pas voir les films à la télévision. Donc on veut, oui, renouer avec, en tout cas, l'esprit d'ouverture. Voilà, donc ces passes seront valables les 3 derniers jours du festival, les 17, 18 et 19 mai, date auxquelles beaucoup de professionnels sont déjà repartis, donc il y a un petit peu plus de place dans les salles. Et au final, ce sont environ 1000 passes qui devraient être distribuées. Merci Mathieu Charrier. Le temps pour demain, Christine Peña, et la carte du ciel sera, pour ainsi dire, dégradée. C'est ça, et même un très beau dégradé du gris au bleu, le gris pour le sud et le bleu pour le nord. Beaucoup de pluie dans le sud, avec encore des orages, de fortes pluies soutenues entre l'Hérault et les Cévennes, mais également sur la Côte d'Azur, le Var ou encore en Corse. Du vent très fort qui va souffler entre 80 à 100 km/h pour les rafales. Et plus on ira vers le nord, et plus le temps deviendra sec, avec des éclaircies qui vont se développer. Il fera même très beau au nord de la Loire. Juste des brumes tenaces qui peuvent persister le long des côtes de la Manche, mais sinon sur toute la partie nord, le soleil sera le grand gagnant. Les températures très contrastées. Au nord, une grande douceur avec 17 à Rennes, jusqu'à 18 à Lille, 20 du côté de Strasbourg, 19 à Paris ou encore à Reims, alors que l'air restera frais au sud sous les averses, entre 12 et 15 degrés. Il fera 14 à Nice comme à Biarritz. Merci Christine